Au chapitre 1 relatif à la communication du président de la République, chef de l'État. La communication du président de la République a porté sur 4 points principaux, à savoir 1. De la tenue de la 10e réunion de haut niveau du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Le président de la République a informé le Conseil du bon déroulement de la 10e réunion de haut niveau du mécanisme régional des suivis de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo. Il a salué la participation de ses homologues chefs d'État de la République de l'Ouganda, la République d'Afrique du Sud, la République du Congo, la République du Burundi, la République centrafricaine, ainsi que la République d'Angola, qui se sont penchés sur la situation sécuritaire dans la région de Grand Lac en général et sur l'est de la République démocratique du Congo en particulier. Il en ressort que les États membres ont réitéré leur volonté commune à coopérer davantage pour la pacification de la région en s'appuyant entre autres sur des expériences fructueuses, notamment celle des opérations conjointes menées dans le nord-est de notre pays contre les ADF, entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les UPDF de l'armée de l'Ouganda, et celle des bons offices offerts par notre pays aux côtés de la République sœur d'Angola dans le processus de dialogue entre le Rwanda et l'Ouganda. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, il a été réitéré la détermination sans faille de poursuivre les réformes menées dans les secteurs de la justice, de la défense et de la sécurité pour rendre effective cette paix tant attendue et voulue par nos populations. Pour ce faire, le président de la République, chef de l'État, a exhorté le Premier ministre, chef du gouvernement, et chargé les ministres sectoriels concernés ainsi que les membres de son cabinet à accompagner le mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba dans la recherche et la matérialisation des réformes nécessaires pour accélérer la pacification de la partie est de notre pays, condition sine qua non à son développement. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur l'opérationnalisation de la zone économique spéciale de Maluku. Le président de la République a rappelé que pour booster la renaissance industrielle de notre pays, l'option a été levée de s'appuyer sur la stratégie des zones économiques spéciales. Ces dernières constituent un moyen pour la mise en œuvre du plan directeur d'industrialisation de notre beau pays. Et dans cette stratégie, la zone économique spéciale de Maluku a été retenue pour servir de zone pilote. Au regard des difficultés constatées, le président de la République a invité les ministres d'État au budget et celui des Finances à s'acquitter du solde de fonds pour la finalisation de travaux de viabilisation du site dont la charge revient au gouvernement. Le ministre de l'Industrie a été lui appelé à faire l'évaluation avec l'aménageur désigné pour que ces engagements, liés notamment à la solidité financière, soient respectés, tandis que le ministre en charge de la justice et des affaires foncières devrait s'assurer de la finalisation du processus d'expropriation des personnes récalcitrantes identifiées sur le site. De son côté, le ministre de l'Urbanisme et Habitat a été chargé de trouver une solution optimale pour le siège devant abriter l'Agence des zones économiques spéciales AZS. Dans la suite de la communication du président de la République, chef de l'État, le Premier ministre chef du gouvernement a fait un bref résumé de sa participation au 6e sommet Union européenne-Union africaine qui s'est tenu du 16 au 18 février dernier à Bruxelles en Belgique, où il a représenté le président de la République. Il a, bien avant, félicité les présidents de la République pour la tenue avec succès de la 10e réunion de haut niveau du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération dans la région des Grands Lacs avec la participation des 7 chefs d'État et du secrétaire général adjoint des Nations Unies. Ces félicitations adressées au président de la République
font également suite à la visite effectuée en République démocratique du Congo par les chefs de l'État turc et qui a abouti à la signature de cet accord de coopération. Le troisième point de la communication du président de la République a porté sur la cohérence des politiques dans l'exécution des travaux du port en eau profonde de Banana. Saluant l'engagement de partenaires dans le projet du port de Banana exprimé lors de la pose de la première pierre de cet ambitieux et intégrateur projet qui va changer le narratif de l'économie de notre pays et de la région, le chef de l'État a estimé qu'il est impérieux de finaliser la stratégie nationale dans la matérialisation de ce projet qui exige une cohérence d'approche interinstitutionnelle et un leadership optimal. Pour ce faire, il a rappelé les résolutions des réunions du Conseil de ministres précédents, à savoir les recommandations du 11 septembre 2020, du 9 juillet 2021 et du 28 janvier 2022 sur les mesures préalables à l'exécution du projet de port en eau profonde de Banana afin de permettre au gouvernement de prendre les dispositions idoines. Le président de la République a informé le gouvernement de sa volonté de placer à un plus haut niveau le pilotage, le suivi ainsi que l'évaluation de ces projets dont les modalités seront communiquées dans le prochain jour. Dernier point de la communication du président de la République, relatif à la nécessité de faire du numérique congolais un levier d'intégration, de bonne gouvernance, de croissance économique et de progrès social. Dans le but de matérialiser cette ambition noble visant à transformer les axes principaux de notre économie vers le numérique et à faire de l'innovation un véritable vecteur de croissance, le président de la République a appelé le gouvernement à travailler pour une action cohérente et coordonnée dans cette révolution. Considérant la transversalité de la question, les ministres sectoriels et les services habilités ont été invités à s'inscrire dans cette démarche globale et intégrante. Cela est d'autant plus nécessaire quand il s'agit entre autres de la création des bases de données stratégiques, la production des documents et des titres sécurisés. D'où la nécessité pour le ministre sectoriel de travailler en synergie avec l'appui de la primature autour du ministère du numérique pour la concrétisation de cette réforme. Dernier point à l'ordre du jour du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption des textes. 1. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a soumis au Conseil les projets d'ordonnance loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu pour une période de 15 jours prenant cours le 6 mars 2022. Cette prorogation permettra à nos forces armées, appuyées par l'armée ougandaise, de consolider les acquis des opérations antérieures et de poursuivre des actions en vue de mettre fin à l'aventure terroriste et de restaurer la sécurité, la paix et l'autorité de l'État dans cette partie du pays. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces projets de loi. Au chapitre 1 relatif à la communication du président de la République, chef de l'État. La communication du président de la République a porté sur 4 points principaux, à savoir 1. De la tenue de la 10e réunion de haut niveau du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Le président de la République a informé le Conseil du bon déroulement de la 10e réunion de haut niveau du mécanisme régional des suivis de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo. Il a salué la participation de ses homologues chefs d'État de la République de l'Ouganda, la République d'Afrique du Sud, la République du Congo, la République du Burundi, la République centrafricaine ainsi que la République d'Angola qui se sont penchés sur la situation sécuritaire dans la région de Grand Lac en général et sur l'est de la République démocratique du Congo en particulier. Il en ressort que les États membres ont réitéré leur volonté commune à coopérer davantage pour la pacification de la région en s'appuyant entre autres sur des expériences fructueuses, notamment
celle des opérations conjointes menées dans le nord-est de notre pays contre les ADF, entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les UPDF de l'armée de l'Ouganda, et celle des bons offices offerts par notre pays aux côtés de la République sœur d'Angola dans le processus de dialogue entre le Rwanda et l'Ouganda. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, il a été réitéré la détermination sans faille de poursuivre les réformes menées dans les secteurs de la justice, de la défense et de la sécurité pour rendre effective cette paix tant attendue et voulue par nos populations. Pour ce faire, le président de la République, chef de l'État, a exhorté le Premier ministre, chef du gouvernement, et chargé les ministres sectoriels concernés ainsi que les membres de son cabinet à accompagner le mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba dans la recherche et la matérialisation des réformes nécessaires pour accélérer la pacification de la partie est de notre pays, condition sine qua non à son développement. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, a aussi attiré l'attention du gouvernement sur les actions engagées contre la persistance des affrontements entre les groupes armés locaux étrangers, en l'occurrence les différents groupes Mai Mai, les Ngumino, Twanganeo, les Imbonerakure et leurs alliés, tous actifs dans le haut et moyen plateau de Fizi en province du Sud Kivu. Il a aussi rappelé la nécessité de combattre les conflits intercommunautaires caractérisés par les attaques entre les membres de communautés et aux groupes armés interposés en Ituri, particulièrement les Lendu, les Nyali d'une part, les Kodeko Zaïre d'autre part dans le territoire de Djougou. Abordant le deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif aux points d'information, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, a brossé l'état du territoire national, qui reste généralement calme sur toute l'étendue. Il a indiqué que la police nationale poursuit ses opérations de lutte contre toute forme de criminalité, essentiellement dans les milieux urbains. L'état d'esprit de la population a été marqué notamment par la visite du secrétaire général adjoint des Nations Unies à Goma, dans la province du Nord Kivu, la visite officielle de 48 heures du président turc Recep Tayyip Erdogan, la tenue de la 10e réunion du mécanisme régional du suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région de Grand Lac. La satisfaction générale de la population consécutive à la décision gouvernementale mettant fin au prélèvement des frais liés au service RAM à partir du 1er mars 2022. Pour sa part, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a présenté une synthèse de la situation opérationnelle militaire du pays, qui reste marquée par les opérations conjointes menées par nos forces armées et les forces ougandaises. Ces opérations qui évoluent du reste normalement. À propos des membres de la Task Force pour la paix, la réconciliation et la reconstruction de la province de l'Ituri, qui sont encore en otage entre les mains de la Codeco, il a indiqué que les négociations visant leur libération évoluent positivement et pourraient connaître une issue heureuse prochainement. Le Premier ministre a aussi abordé la question relative à la situation de nos compatriotes bloqués en Ukraine et des mesures à prendre au niveau du ministère des Affaires étrangères pour trouver les voies et moyens de leur apporter le soutien nécessaire. Le Premier ministre et chef du gouvernement a conclu son propos en revenant sur la nécessité pour la République démocratique du Congo d'organiser des épreuves des examens d'État pour près de 800 finalistes congolais qui se trouvent réfugiés en Tanzanie. Il a pour ce faire instruit le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, les ministres de l'intégration régionale, ainsi que le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique à mettre tout en œuvre pour permettre à ces jeunes compatriotes de passer cet examen crucial pour la suite de leur vie académique. Abordant le troisième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et l'approbation de dossiers. Le ministre
de l'enseignement supérieur et universitaire a fait les points au Conseil de la mise en œuvre de la réforme des licences, maîtrises et doctorats. Répondant à l'instruction du président de la République, faite lors de la précédente réunion du Conseil de ministres, le ministre de l'Enseignement supérieur a présenté l'état des lieux de la mise en œuvre de l'architecture de formation, licence, maîtrise et doctorat dans les établissements supérieurs et universitaires. Il a indiqué que l'option avait été levée avec les parties prenantes durant les États généraux pour la généralisation horizontale, c'est-à-dire l'application de la réforme LMD à toutes les filières des formations en commençant cette année académique par les classes des recrutements du premier cycle. Ce choix est justifié par le fait que 30 à 35% d'établissements privés du secteur de l'enseignement supérieur ont déjà basculé dans les systèmes LMD conformément à la loi cadre numéro 14/004 du 11 février 2014 de l'enseignement national. Pour le troisième cycle, le format de l'ancien système sera reformé à partir de l'année académique 2022-2023 et les réflexions sont en cours au niveau de la CPE de certains établissements pour ce faire. Intervenant à son tour, le ministre d'État, ministre des Infrastructures, Travaux publics, a présenté les éléments nouveaux enregistrés sur les différents chantiers de projets particuliers réalisés et en cours des réalisations pour la réhabilitation et la construction de certains axes routiers dans la ville-province de Kinshasa. Le Conseil de ministres a pris acte du rapport du ministre d'État. Dernier point à l'ordre du jour du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption des textes. 1. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a soumis au Conseil les projets d'ordonnance loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu pour une période de 15 jours prenant cours le 6 mars 2022. Cette prorogation permettra à nos forces armées, appuyées par l'armée ougandaise, de consolider les acquis des opérations antérieures et de poursuivre des actions en vue de mettre fin à l'aventure terroriste et de restaurer la sécurité, la paix et l'autorité de l'État dans cette partie du pays. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces projets de loi.